Dans la vidéo sur le module FS, j'ai introduit la manière de lire des fichiers en utilisant la méthode readFile ou readFileSync et j'ai également mentionné que cette approche n'était pas adaptée à la lecture de fichiers volumineux. J'ai expliqué en détail pourquoi et j'ai promis de revenir dans une autre vidéo sur la méthode basée sur l'utilisation des streams, qui est la méthode adaptée à la lecture de n'importe quel volume de données. L'objectif de cette vidéo est donc de montrer comment lire ou traiter efficacement le contenu d'un fichier, quelle que soit sa taille, en passant par les streams, et ce de manière performante. Avant de commencer, je tiens à souligner que les streams sont un concept avancé dans Node.js et qu'il est nécessaire de bien les comprendre lorsqu'on souhaite travailler efficacement avec les fichiers. Cette vidéo sera probablement la plus longue de cette série sur Node.js. Comme pour la précédente partie consacrée au test, cette partie sera divisée en deux parties. Cette première partie portera sur l'essentiel des streams et la seconde partie sera consacrée aux streams de type transform. Pour vous donner une idée du contenu, je parlerai dans cette vidéo de buffer, de différents types de streams avec des exemples pratiques à chaque fois, de pipe et de pipeline qui sont des utilitaires permettant de brancher facilement la sortie d'un stream sur un autre. Concernant les prérequis pour mieux suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne compréhension de la programmation événementielle et l'utilisation des event emitters. Vous trouverez donc en description de la vidéo quelques vidéos à titre de prérequis si vous ne maîtrisez pas ces notions. Nous allons commencer cette partie par une petite démo dont l'objectif est de montrer l'intérêt d'utiliser les streams. Pour cela, je vais réaliser une démonstration basée sur l'utilisation de la méthode readFile qui permet de lire tout le contenu d'un fichier en une seule fois, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire en chargeant tout le fichier en mémoire pour pouvoir effectuer un traitement dessus. Concernant l'environnement de test, nous avons ici un ensemble de fichiers de différentes tailles, de la plus petite taille à la grande taille. Donc nous avons un fichier small.test qui contient juste un test basique. Nous avons un fichier de taille 388 mégas que je ne vais pas ouvrir ici dans mon éditeur, au risque de faire planter l'éditeur de test. Nous avons un fichier d'une taille de 1,2 giga et enfin un fichier d'une taille de 2,3 giga. Donc nous avons ici le readFile que nous avons vu dans la vidéo précédente qui nous permet de lire tout un fichier en une fois dans la mémoire et d'effectuer des traitements dessus. Donc l'idée c'est de procéder à la lecture de ces différents fichiers en simulant que nous voulons effectuer un traitement dessus. Donc nous avons ici les chemins vers ces différents fichiers que nous avons ici. Donc nous avons le isFile pour extra small file, pour le petit fichier que nous venons d'ouvrir. Nous avons un fichier d'une taille moyenne, c'est-à-dire 388 mégas. Nous avons un fichier de taille 1,2 giga. Et enfin un fichier de taille un peu plus grande qui est de 3,3 giga. Donc nous allons procéder à différents tests ici. L'idée c'est de lire le contenu et de simuler ici que nous faisons un traitement dessus. Donc là, nous n'allons pas procéder à l'affichage du contenu, mais nous allons juste afficher success pour dire que le fichier a été lu en une fois et que la lecture a réussi, comme si on faisait un traitement dessus. Et lorsqu'il y a une erreur, donc nous aurons l'erreur qui sera affichée dans la console. Donc je vais procéder dans un premier temps au premier test. Et dans ce cas, cela concerne le fichier de petite taille, c'est-à-dire le extra small file ici, qui représente notre fichier small.test ici. Donc il me suffit ici de lancer node index.js. Donc lorsque je procède à l'exécution du fichier, je vois que j'ai un success ici. Ce qui prouve que Node a pu lire ce fichier et le charger en mémoire en une fois. Donc si on souhaite réaliser des traitements sur ce fichier, il nous suffit de réaliser ce traitement ici. Donc nous allons réaliser la même chose, mais cette fois-ci pour le fichier de taille moyenne, c'est-à-dire 387 mégas. Donc je réexécute juste le code. On voit déjà que le programme prend un peu de temps pour effectuer la lecture, mais après nous avons le success qui est affiché. Nous allons réaliser la même chose, mais cette fois-ci pour le fichier de grande taille, c'est-à-dire 1,2 giga. Donc lorsque je lance cela, on voit déjà que cela prend encore un peu plus de temps que le précédent fichier. Et nous allons maintenant procéder au dernier test
qui consiste à lire le fichier de taille 2 Go. Donc lorsqu'on effectue ce dernier test, nous voyons que nous avons une erreur ici. Et si on se focalise sur l'erreur, on voit ici qu'on nous dit Error FS file too large. Donc ici, Node nous dit qu'il n'arrive pas à lire le fichier parce que le fichier est trop volumineux. Donc on nous dit ici que la taille du fichier est supérieure à 2 Go. Donc vous comprenez pourquoi j'ai fait exprès de mettre 2,3 Go ici, c'est pour dépasser cette limite que Node nous impose lorsqu'on souhaite lire un fichier. Donc on nous dit ici, l'erreur est claire, l'erreur nous dit clairement que nous n'arrivons pas à lire le contenu du fichier ou à charger ce fichier en mémoire parce que ce fichier a une taille qui dépasse 2 Go. Donc notre programme peut planter s'il s'agit d'un programme qui procède au traitement des données contenues dans ce fichier. Ça veut dire que le programme va planter dans ce cas. La question qu'on peut se poser dans ce cas est, est-ce que Node ne permet pas de traiter des fichiers de plus de 2 Go? Eh bien la réponse est oui. Node nous permet de traiter de grands volumes de données de manière efficace, mais cela en utilisant les streams qui font l'objet de cette vidéo. J'ai ici une image dont l'objectif est d'expliquer le concept derrière les streams. Lorsque nous avons un grand volume de données à transférer d'une source vers une destination, c'est-à-dire d'un point A vers un point B, dans notre cas, nous allons supposer que le rectangle vert ici représente notre donnée ou notre grand volume de données à transférer. Donc lorsque nous souhaitons réaliser ce transfert, on peut soit attendre de charger toute la donnée en mémoire pour ensuite l'envoyer en une seule fois à la destination. Le problème avec cette approche, c'est que nous devons attendre que toute la donnée soit chargée en mémoire avant de pouvoir l'envoyer à la destination. Et ceci peut prendre du temps à charger une donnée, un grand volume de données en mémoire avant de procéder au transfert vers la destination. Et l'implication de cela, c'est que nous ne pouvons pas utiliser les données tant qu'elles ne sont pas complètement disponibles à la destination. Imaginez maintenant un second scénario où nous pouvons prendre la donnée, la morceler en des petits morceaux, les charger progressivement en mémoire et procéder progressivement, c'est-à-dire en parallèle, à leur transfert vers la destination, et cela jusqu'à ce que toute la donnée soit transférée vers la destination. Donc nous prenons la donnée, nous procédons à son morcellement en des petits blocs qui sont chargés progressivement en mémoire, et ces petits blocs sont ensuite envoyés vers la destination. L'avantage avec cette seconde approche, c'est que nous n'aurons pas à attendre que toute la donnée soit chargée en mémoire avant de procéder à son transfert vers la destination. Et le second avantage, c'est que nous pouvons commencer à traiter les petits morceaux de données dès qu'ils sont disponibles à la destination. Le deuxième scénario décrit sur cette image est celui des streams, qui ressemble un peu à ce que nous avons sur les plateformes de streaming comme YouTube et Netflix. C'est-à-dire que lorsque nous souhaitons regarder une vidéo d'1 heure par exemple sur YouTube, nous n'avons pas à attendre que toute la vidéo soit chargée pour pouvoir la regarder. Au contraire, YouTube chargera progressivement des petits blocs de la vidéo en fonction de notre connexion, afin que nous puissions regarder ces petits blocs dès qu'ils sont disponibles, et cela jusqu'à ce que toute la vidéo soit chargée. Cela nous permet ainsi de gagner du temps et améliore également notre expérience utilisateur. Maintenant que vous avez une idée du concept derrière les streams, revenons à cette image qui résume tout sur les streams et qui vous donne également une idée de ce que c'est qu'un chunk et un buffer. La première chose à savoir sur les streams, c'est que les streams sont utilisés lorsque nous voulons déplacer un grand volume de données d'un point A vers un point B, c'est-à-dire d'une source vers une destination. Et on appelle stream ou flux de données une séquence de données qui transite ou qui circule dans une direction donnée dans le temps. Donc ici, nous avons représenté un stream et chaque élément ici représente des déplacements de données ou des circulations des séquences de données dans le temps. Et on voit que les données transitent ou circulent dans une direction donnée. Dans le cas des fichiers, il s'agit en pratique de petits morceaux d'un grand fichier qui sont lus progressivement. Il faut noter que ce morcellement vise à faciliter le déplacement
et que les petits blocs issus du morcellement sont appelés des chunks. Donc si nous prenons l'image que nous avons ici, nous sommes dans un cas où nous voulons déplacer un grand volume de données, où on veut simplement déplacer des données. Donc la donnée est d'abord morcelée en des petits blocs, qui sont les blocs verts ici, que nous appelons des chunks. Mais afin de pouvoir déplacer ces petits blocs, les chunks sont eux-mêmes stockés dans un conteneur que nous appelons buffer, qui sont des sortes de tableaux d'une taille donnée. Donc les buffers ici, c'est eux qui servent de blocs pour contenir les chunks afin de faciliter leur transfert. Donc comme on peut le voir ici. Donc c'est des chunks c'est des buffers en fait au niveau de Node.js qui permettent le transfert des blocs de données ou des petits blocs de données qui sont les chunks, qui sont représentés ici en vert sur l'image. Donc les chunks sont des petits morceaux d'une grande donnée et le buffer sert de conteneur ou d'espace mémoire permettant de réaliser le transfert de ces données. Donc les buffers ont une taille généralement fixe. On peut dire que ce sont des tableaux contenant des petits blocs de données. Il s'agit de zones ou d'espaces de stockage temporaire dans laquelle attendent les chunks avant leur lecture ou leur traitement. Donc ce qu'il faut noter également, c'est que Node.js ne contrôle pas l'arrivée des données. Lorsqu'on parle de stream, Node.js ne contrôle pas l'arrivée des données ou à quelle fréquence ces données arrivent. Mais Node décide de quand envoyer les données pour qu'elles soient traitées. Donc pour résumer encore une fois, l'utilisation des streams permet de réaliser des traitements sur les données sans devoir attendre que toutes ces données soient chargées en mémoire. Et pour pouvoir transférer les données, on procède à leur morcellement comme nous pouvons le voir ici. Et pour pouvoir procéder à leur transfert, on utilise des buffers pour pouvoir stocker ces données de façon temporaire en attendant leur lecture ou leur traitement. Avant d'aller en détail sur la compréhension des streams, pour notre culture, nous allons voir à quoi ressemblent les buffers dans la pratique et comment on peut les créer. Il faut quand même noter qu'il s'agit là d'informations de bas niveau, juste pour la culture, et qu'il sera rare dans la pratique qu'on manipule directement les buffers. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec Node, il est rare de manipuler directement les buffers, mais on passe généralement par les streams pour manipuler les buffers. Pour créer un buffer, on passe par l'utilitaire buffer fourni par Node. Donc il me suffit de faire ici buffer comme ça. Donc je fais from et je peux ici passer la donnée que je souhaite mettre dans mon buffer. Donc je vais mettre ici par exemple dev propulsor. Donc je mets ici dev propulsor. Donc en procédant ainsi, je viens de créer un buffer qui contient la donnée, qui est représentée ici par mon test dev propulsor. Donc je peux ici procéder à l'affichage du contenu. Donc je fais log buffer comme ça. Donc si on procède à l'exécution du code, donc on voit ici qu'il s'agit d'une séquence de données. Donc il s'agit ici d'une représentation en base 64. Et pour afficher le contenu du buffer comme une chaîne de caractères, donc on fait buffer.toString comme ça. Donc ça me permet d'afficher le test, mais cette fois-ci d'afficher le contenu sous forme de chaîne de caractères. Donc ici il s'agit de la représentation sur base 64 et ici il s'agit de l'affichage du contenu, mais cette fois-ci sous forme de chaîne de caractères. Donc on peut également procéder à l'affichage sous format JSON par exemple. Donc je fais to JSON. Donc on voit ici que ça nous donne cette représentation. Donc on nous dit ici que c'est de type, c'est une donnée de type buffer et que ça contient ces données. Donc on voit ici qu'il s'agit d'un tableau de données. Donc nous avons ici ce qu'on appelle les char codes qui représentent les différents caractères que nous avons ici.
Donc ça veut dire que si nous comptons même le nombre de caractères que nous avons ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caractères. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5 fois 2, ça me donne 10, 11, 12, 13. Donc c'est des séquences et ici, chaque élément représente un char code dans ce cas. C'est-à-dire un code représentant le caractère en question. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est qu'on peut procéder, on peut écraser le contenu du buffer par une autre donnée. Donc on peut écraser la donnée existence en utilisant une autre donnée. Donc si je fais par exemple ici, donc je vais juste enlever ceci. Donc si je veux écraser le contenu du buffer avec une autre donnée, supposons que je veux écraser le contenu actuel avec code. Donc je fais ceci. Et je procède de nouveau à l'affichage. J'ai eu une erreur ici. Il me dit quoi? It's not a function. Ah, j'ai une erreur ici, donc je devais mettre le buffer en minuscule, vu que je me réfère au buffer que je viens de créer. Donc là, on voit que j'ai écrasé le contenu avec la nouvelle donnée. Et on voit que cette donnée vient écraser une partie du buffer. Donc avant de pouvoir écrire la donnée complètement dans le buffer, soit on vide le buffer avant de procéder à l'écriture de nouveau. Sinon, on va écraser la donnée, existante avec la nouvelle donnée. Donc on voit que cette partie, le nouveau test, remplace juste cette partie du test qui nous donne code propulsor. Ce qu'il faut noter également, c'est que les buffers ont une taille fixe à la création. C'est-à-dire que lorsqu'on crée le buffer avec cette taille et qu'on essaie plus tard d'insérer des données qui dépassent cette taille, donc du coup la donnée sera tronquée. Donc pour faire le test, je peux par exemple ici si je mets par exemple code, ou que je vais plutôt mettre simplement des propulseurs comme ça, en YouTube par exemple. Donc, si j'essaie d'exécuter ce code, on voit que la donnée n'est pas écrasée par la nouvelle donnée, mais la nouvelle est tronquée, la donnée est tronquée à partir d'ici. Vu que la taille est fixe, on ne peut pas insérer plus que la taille de notre buffer. Donc c'est un paramètre également à en prendre en compte lorsque on travaille avec les buffers. Donc la taille est définie à la création et cette taille ne peut plus varier après sa création. Donc c'est à la création du buffer qu'on définit sa taille. Donc c'est un tableau de taille fixe. Donc si je mets par exemple ici, si je mets un autre test à la place, donc si je mets par exemple là, test, et qu'on réessaie, donc ça va écraser, comme on l'a vu tout à l'heure, la donnée. Donc ça veut dire que tout ceci va écraser une partie de la donnée ici, vu que nous n'avons pas vidé le buffer avant de procéder à l'écriture. Donc voilà un peu pour vous donner juste une idée sur ce à quoi ressemblent les buffers dans la pratique. Mais comme je viens de le dire, c'est rare dans la pratique d'avoir à manipuler les buffers directement de cette façon. Donc généralement, on passe par les streams lorsqu'on travaille avec Node.js pour pouvoir les manipuler. Si nous nous intéressons maintenant au type de stream qu'on peut avoir, il en existe 4. Nous avons les readable streams qui permettent de réaliser des opérations de lecture de données à partir d'une source. Et comme exemple, nous avons les requêtes HTTP. Donc les requêtes HTTP sont des readable streams qui nous permettent de lire des données contenues dans la requête effectuée par un client. Le deuxième type de stream que nous avons sont les writable streams. Donc il s'agit de streams permettant de réaliser des opérations d'écriture de données.
Et comme exemple, nous avons les réponses HTTP. Donc les réponses HTTP sont des writable streams qui nous permettent d'écrire le contenu de la réponse envoyée en réponse à une requête HTTP. Le troisième type de stream sont les streams de type duplex, qui sont des streams permettant à la fois de réaliser des opérations de lecture de données et d'écriture de données. Et comme exemple, nous avons les sockets. Et enfin, nous avons les transforms, qui sont des types particuliers de streams de type duplex, qui permettent d'effectuer des transformations sur des données qu'ils reçoivent en entrée. Bref, ce sont des streams permettant de réaliser des modifications des données qu'ils reçoivent en entrée, afin de produire d'autres types de données en sortie. Il faut également noter que les streams héritent des event emitters, ce qui permet d'écouter certains événements, comme l'arrivée des chunks, dans le cas des streams de type readable, la fin de la lecture des données à partir d'une source, etc. Nous allons passer par des exemples pratiques pour voir à quoi ressemblent ces différents streams. Pour la pratique, nous allons reprendre notre exemple initial, à savoir le fait de pouvoir lire un fichier de grande taille, représenté ici par notre fichier de 2 Go. Donc je peux procéder ici, ou dans un premier temps, nous allons procéder à la lecture d'un fichier de petite taille, juste pour montrer à quoi ressemblent les readable streams dans un premier temps, et utiliser cette technique pour lire également un grand volume de données. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, il va me falloir importer la fonction me permettant de créer les différents types de streams. Donc dans le cas des readable streams, donc je dois avoir ici le create read stream qui me permet de créer des readable streams. Donc pour créer un readable stream, donc je fais ici readable stream, rs pour readable stream, donc il me suffit de faire create read stream, de passer en paramètre comme premier argument le chemin vers le fichier en question. Donc dans mon cas, je vais utiliser le small. Donc le second paramètre représente, comme c'est indiqué ici, l'encodage. Donc de l'encodage que nous souhaitons utiliser pour lire le fichier. Donc généralement, nous avons par exemple le UTF-8 qui est généralement utilisé lorsqu'on veut supporter par exemple la lecture de fichiers contenant des chaînes de caractères accentuées par exemple. Donc en procédant ici, comme ça, de cette façon, cela nous retourne, quand on le voit ici, un read stream. Et lorsque nous regardons, nous intéressons un peu ici, on voit ici qu'il y a on nous dit ici on like des 16 KB default high mark for stream readable. Donc il y a ce qu'on appelle le high watermark que nous allons voir en détail, qui représente ici la taille des chunks que nous avons vu précédemment. Donc il est possible d'indiquer de quelle façon nous souhaitons lire nous voulons procéder à la lecture lorsque nous créons le stream, c'est-à-dire la taille de notre buffer plutôt ici. Donc nous allons voir ça par la suite. Donc pour un premier temps, je vais juste laisser cela, on va voir à quoi cela ressemble. Et ensuite, nous allons procéder à la modification de ce paramètre. Donc après avoir créé le stream, il faut procéder à sa lecture, vu que nous sommes dans un cas de readable stream. Donc on peut faire ici un on pour écouter des événements. Donc il s'agit des événements qui peuvent se produire lorsqu'on lit le fichier. Donc on voit ici qu'on a différents événements, comme le close pour la fermeture, data qui est utilisé pour écouter les différents chunks qui arrivent, le open pour l'ouverture, etc. Donc ici nous allons juste nous intéresser, vu que nous sommes dans le cas de lecture au data. Donc le data, c'est ce qui permet d'écouter l'arrivée des différents chunks. Donc ici, il faut juste noter que le chunk représente en réalité un buffer dans ce cas. Donc on peut même voir ça ici qu'on dit que soit c'est une chaîne de caractères, soit c'est un buffer.
Mais vu que nous avons précisé l'encodage ici, ça veut dire que la donnée sera une chaîne de caractères ici. Donc dans notre cas, nous allons juste procéder ici à l'affichage des différents chunks lorsque ces chunks vont arriver. Donc vu que nous avons un fichier de petite taille, on n'aura rien de spécial ici. Donc il se peut qu'on ait un seul chunk à la fois qui affiche tout le contenu. Ici nous avons tout le contenu qui est affiché, mais pour pouvoir savoir que tout ceci représente des chunks, donc on peut faire un console log ici, et à chaque fois qu'il y a un chunk, on va juste afficher ici chunk comme ça. Donc je vais procéder de cette façon. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura un chunk, un nouveau chunk, on va afficher chunk avant d'afficher la donnée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je retourne dans ma console. Je fais ça. Donc on voit ici que nous avons chunk une seule fois. Donc ça veut dire que mon contenu est inférieur à la taille du buffer qui est défini par défaut, que nous avons vu tout à l'heure, qui était égal à 16 kilobytes. Donc j'avais dit tout à l'heure que c'est possible de définir la taille du chunk, c'est-à-dire du buffer. Donc on peut procéder ici, autrement. Donc ici, on indique en option l'encodage qui est UTF-8. Nous allons choisir UTF-8. Et nous avons précisé ici ce qu'on appelle le high watermark, qui représente la taille de nos buffers qui seront utilisés pour procéder au transfert des données. Donc ici, nous pourrons indiquer la taille. Donc la taille est en kilobytes. Donc si je mets 2, la taille est plutôt en octets. Ce qui veut dire que si je mets 2 comme ça, ça veut dire que c'est 2 octets qui seront lus comme chunk à chaque fois. Donc on va essayer cela pour voir ce que ça donne. Donc on voit que j'ai des petits chunks de 2 octets à chaque fois. Et comme nous le savons, généralement, les caractères ASCII, un caractère correspond à un octet. Donc ce qui explique que nous avons ici 2 caractères maximum. Donc là, nous avons également 2 caractères jusque nous avons l'espace en plus du F, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est seulement F. Alors qu'en réalité ici, c'est 2 caractères que nous avons. Donc nous pourrons définir explicitement la taille de nos chunks ici. Donc si nous avons même un grand, je peux mettre ici que je veux lire 10 caractères à chaque fois comme chunk, ou que la taille de mon buffer est 10. Donc on voit ici que à chaque fois j'aurai 10 caractères. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc ça correspond bien à 10 caractères. Donc ici par exemple nous n'avons rien. Donc cela correspond à des espaces. Ça veut dire que dans le test, il y a de l'espace vide 10 fois. Donc voilà un peu l'utilisation des différents paramètres. Et comme je le disais également, lorsqu'on ne précise pas ici la taille lorsqu'on ne précise pas l'encodage, donc ça veut dire que par défaut, les chunks seront des buffers. Donc il va falloir procéder à leur conversion vers une chaîne de caractères pour pouvoir procéder à l'affichage. Donc si j'essaie ceci, donc on voit que nous avons maintenant des buffers à la place des chaînes de caractères. Et si on vérifie la taille des buffers ici, donc on va voir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ou que nous l'avons vu précédemment, il s'agit de tableaux d'entiers. Donc du base 64 si je ne me trompe pas dans ce cas. Donc pour procéder à la conversion, dans ce cas où nous ne précisons pas l'encodage, il va falloir faire ici .toString pour procéder à la conversion de la donnée. Donc on voit que nous avons le résultat comme nous l'avons précédemment. Donc on peut utiliser cette technique maintenant pour procéder à la lecture de notre grand volume de données. Donc si je reprends ceci, là je peux juste
dire que je veux procéder à la lecture de, par exemple, je peux laisser ça par défaut. Donc, du coup, pas besoin de préciser même là. De préciser ici le high watermark ou le même. Je peux faire ceci. Donc ici, je peux dire explicitement la taille de mon buffer pour procéder à la lecture de mon fichier ici. Soit je peux laisser Node gérer cela par lui-même en laissant la valeur par défaut. Donc l'idée ici, c'est de montrer juste que cette fois-ci, lorsque je vais essayer de lire ce grand volume de fichiers, l'application ne va pas planter. Donc je peux faire ceci. Et je peux désactiver, dans ce cas, l'encodage si je veux. Donc je ne lui passe pas d'option, je laisse tout ceci par défaut. Donc on va voir ce que ça donne. Donc si je procède à l'exécution du programme, on voit là que le contenu du fichier est lu progressivement, sans que mon programme ne se plante. Mais là, nous n'allons pas attendre la lecture de tout le contenu. Je vais juste arrêter le programme. Une chose importante à prendre en compte lorsqu'on utilise les streams ou qu'on procède à la lecture ou au transfert des données en utilisant les streams est la notion de back pressure. Donc si je reviens sur l'image ici, les streams sont généralement représentés de cette façon. Nous avons l'entrée où nous prenons les données, c'est-à-dire la source et la destination lorsque nous avons un stream. Donc les streams ont des entrées et des sorties. Et lorsqu'on procède à la lecture de la donnée d'une source vers une destination, il se peut que le débit auquel nous recevons la donnée en entrée soit trop fort par rapport à la sortie ou au stream que nous avons en sortie ou par rapport au débit de réception. C'est-à-dire que à un moment, il se peut que les données soient envoyées à un débit trop fort ici et que à la réception, que le débit ne soit pas supporté. Peut-être parce que à la réception ici, nous procédons au traitement et que le traitement n'est pas encore terminé, mais à côté, nous recevons d'autres données qui arrivent. Donc, dans ce cas, il faut procéder à la gestion de ce qu'on appelle le back pressure. Et dans ce cas, la technique est de procéder à la mise en pause de la lecture de la donnée, le temps qu'on procède au traitement de la donnée, à la réception, s'assurer que nous avons procédé au traitement et que le traitement est fini ou que à la réception est dégagée pour pouvoir traiter les données qui arrivent. La technique qui est utilisée, c'est on dit qu'on réalise le drain de cette partie, c'est-à-dire qu'on libère cette partie de sorte à pouvoir traiter les données qui viennent. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on procède à l'utilisation des streams et qu'on traite de grands volumes de données. Donc c'est de s'assurer qu'à la réception que nous traitons, la réception supporte le débit d'envoi des données. Si je veux représenter cela, je peux dire qu'à un moment, les buffers que nous avons ici, donc les buffers vont s'accumuler de trop à un moment comme ça, au niveau de notre stream, sans être traité. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer et prendre en compte. Donc nous allons voir un peu à quoi cela ressemble dans la pratique lorsque nous avons procédé au déplacement des données d'une source vers une destination. Donc dans ce cas, je peux dire que notre destination, c'est la console. Donc si on laisse le code tourner, à un moment, il se peut qu'on tombe sur ce problème et notre console sera plantée parce que la console ne va pas à un moment donné supporter l'arrivée des données. Donc là, nous avons vu tout à l'heure comment utiliser les readable streams. Donc nous allons voir comment utiliser les writable streams. Et dans ce cas, je vais procéder simplement à l'écriture. Je vais procéder plutôt à la copie des données d'une source vers une destination. Donc nous allons créer un
readable stream pour procéder à la lecture et un writable stream pour procéder à l'écriture de la donnée à une destination donnée. Donc ce que je vais faire ici, dans un premier temps, je vais juste enlever tout ceci, ou je laisse ça vu qu'on aura à l'utiliser. Je vais juste mettre en commentaire ceci et enlever cela pour le moment. Donc pour l'encodage aussi et tout ça, je peux enlever ça. Donc le but de l'exemple de tout à l'heure, c'était juste de montrer qu'on peut procéder à la lecture de grands volumes en utilisant cette façon de faire. Donc ici, pour éviter d'attendre un long moment pendant le traitement du fichier, je vais ici utiliser pour l'exemple le fichier de petite taille. Donc je vais juste mettre ici que nous voulons procéder à la lecture du fichier de petite taille et que nous voulons copier ce fichier, procéder à sa copie. Donc on part d'une source vers une destination. Donc pour réaliser cela, nous avons déjà le read stream. Nous allons créer un write stream dans ce cas. Donc pour utiliser les write stream, donc pareil, on importe le write stream. Et pour créer un write stream, on fait pareil. Donc je fais write stream ici. Donc je fais create write stream. Donc je passe le chemin vers le fichier que je souhaite créer. Donc on va supposer ici que nous voulons copier le fichier small.test vers un fichier small2.test par exemple. Donc je vais juste copier ceci. Donc je vais juste dire ici que ceci représente pour nous la destination. Et nous allons nommer ce second fichier small2.test. Donc l'idée c'est de procéder à la copie de ce fichier vers le fichier small2.test ici. Donc j'ai créé d'abord un readable stream pour pouvoir procéder à la lecture de ce fichier. Donc il faut que je crée un writable stream pour procéder à l'écriture dans le nouveau fichier que je souhaite créer. Donc dans ce cas, je vais juste mettre ici write stream et mettre la valeur en question. Donc on vient de créer ainsi un write stream. Nous allons maintenant mettre en place la logique pour pouvoir procéder à la lecture et à l'écriture. Donc ici, comme nous l'avons vu tout à l'heure au niveau des read stream, ici je vais procéder à l'écriture chunk par chunk. Donc je vais définir un high watermark exprès, juste pour faire voir que les choses se passent progressivement. Donc je vais dire ici que je lis 10 octets à la fois. Donc je vais lire progressivement des chunks de 10 octets que je vais écrire dans le fichier de destination. Donc ça veut dire que ici, à chaque fois que nous recevons un chunk, ce serait 10 octets. Un chunk de 10 octets. Donc il faut dans ce cas procéder à l'écriture de la donnée dans le writable stream que nous avons créé ici. Donc pour cela, on va prendre notre writable stream et procéder à l'écriture. Donc pour faire l'écriture, on fait juste write writable stream.write comme ça. On lui passe le chunk que nous souhaitons écrire. Donc on voit ici qu'il s'agit d'un chunk. Donc ici, nous allons prendre le chunk en question. Et là, nous voyons que nous avons un second paramètre qui représente le callback, donc rfs, qui permet de savoir si le chunk qui nous permet de savoir s'il y a une erreur lors de l'écriture ou pas. Donc je peux regarder ici la seconde façon de faire. Donc on dit ici que le callback est optionnel. Donc on voit également que la valeur retournée à chaque fois est un booléen qui nous permet de savoir si tout s'est bien passé ou pas. Donc ici, on va juste affecter ceci dans une constante résultat. Et le but du booléen ici, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de back pressure. Donc ça nous permet de savoir si l'écriture que nous faisons ici, si
le write stream supporte toujours l'écriture ou s'il supporte la pression d'écriture. Donc s'il ne supporte pas la pression d'écriture, il va nous falloir mettre en pause la lecture pendant un moment. Donc si je reviens à l'image que nous avons ici, donc nous trouvons ici côté write stream, ici côté read stream. Donc nous lisons la donnée, les données arrivent ici. Donc si la pression est trop forte ou le débit est trop fort, donc nous risquons à un moment de stocker les données ici, de faire planter notre application. Donc ce que nous devons faire, c'est qu'à chaque fois que les données arrivent et qu'on procède à l'écriture, c'est-à-dire au déplacement de ce côté, nous devons à chaque fois vérifier est-ce que notre writable stream ou notre write stream ici est capable de recevoir encore de nouvelles données. Donc si le traitement est bon ou pas. Donc c'est le OK que nous recevons à chaque fois. Et si nous avons un OK, on peut procéder à l'envoi du second chunk, ainsi de suite. Mais si nous n'avons pas un OK et qu'on nous indique ici qu'il y a un souci ou que nous devons attendre un peu, il va falloir mettre en pause ici cette lecture que nous sommes en train de faire. Donc on doit mettre en pause ceci pour ne plus envoyer de nouvelles données et les stocker ici comme nous l'avons là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la gestion du back pressure. Donc si je reviens là, il va falloir à chaque fois vérifier si tout s'est bien passé ou pas. Donc si tout ne s'est pas bien passé, donc si on fait ceci, donc ça veut dire qu'on doit mettre en pause. Si tout ne se passe pas bien, donc ça veut dire qu'on doit mettre en pause la lecture qui est en cours actuellement. Donc on doit faire ici notre read stream, on doit mettre ceci en pause de cette façon. Donc ici, ceci indique, donc on peut faire un console log ici pour dire ici que nous avons un back pressure comme ça. Donc si je reprends encore une fois, donc on procède à la lecture de notre read stream, on procède à l'écriture dans notre fichier, et si à un moment le débit n'est pas supporté, c'est-à-dire que cette valeur est false, donc on sait que il y a de la pression. Donc il va falloir gérer cela. Donc pour éviter de recevoir de nouvelles données, on va juste dire au readable stream ici, met en pause la lecture des données pour qu'on n'envoie plus de nouvelles données vers notre write stream. Et en mettant en pause le readable stream, ça veut dire que rien ne va plus se passer ici. Donc il va falloir trouver un moyen de remettre, il va falloir à un moment, lorsque notre writable stream sera OK ici, de relancer notre lecture pour que tout reprend ici, que la lecture reprenne de nouveau. Donc ici, la deuxième chose que nous allons gérer, donc on va se dire que lorsqu'il y a des erreurs, donc on error, donc affiche-nous ici l'erreur en question. Donc on va se dire juste ici console.error. Dans notre cas, on va loguer l'erreur en question. Donc on peut dire ici il s'agit d'une erreur dans la lecture. Donc, je peux mettre ici reading error. Juste pour dire qu'il y a une erreur lors de la lecture. Et lorsque la lecture se termine, donc on end, donc on gère la fin. Donc lorsqu'on n'a plus de données à lire sur notre readable stream, il faut signaler que nous voulons mettre fin à notre writable stream, c'est-à-dire qu'on va fermer le stream pour ne plus rien écrire. Donc là, nous avons mis en place la gestion d'erreur, la gestion de la fin, mais il nous reste à gérer le cas de back pressure, vu que lorsqu'il y a le back pressure, nous mettons en pause
notre stream ici, il faut à un moment relancer le stream pour continuer la lecture au cas où il y a le back pressure qui se produit à un moment donné. Donc ce qu'il faut savoir ici, lorsqu'il y a le back pressure au niveau du writable stream, à un moment, il y a un événement qui est émis par le stream en question pour indiquer que les choses sont revenues à la normale. C'est-à-dire le drain dont j'ai parlé tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, on va se dire que le writable stream, lorsque tu reçois, le writable stream reçoit un événement de drain, c'est-à-dire que lorsque il y a back pressure et que après tout redevient normal, il faut ainsi ici indiquer jusque nous voulons relancer de nouveau notre lecture de données. Donc on va faire dans ce cas le readable stream.resume vu qu'on l'avait mis en pause précédemment. Donc je peux dire ici, mettre un console.log ici et dire ici que drain comme ça. Donc on peut ici également dire que lorsque le writable stream est fermé, donc le close, c'est-à-dire lorsqu'on va faire le end, il y aura le close qui sera émis. Donc on va dire ici jusque tout est terminé. Donc nous allons tester déjà cela et je possède encore une fois l'explication du code. Donc si je fais ceci et que je lance là, donc on voit que j'ai le finish ici. Donc cela prouve que cela montre juste que nous avons ce code qui est exécuté. Donc si ce code s'est exécuté, c'est que ceci s'est exécuté. Et si ceci s'est exécuté, c'est qu'à un moment, la lecture s'est terminée. Et si on regarde ici, on s'attend à ce que nous avons le fichier small2 qui soit créé. Et si on regarde son contenu et qu'on le compare au fichier initial qui est console ici, si on met les deux côte à côte et qu'on compare leur contenu, donc on voit que la copie s'est bien réalisée. Donc nous avons ça, nous avons ça. Donc je reviens là. Donc pour procéder à l'explication rapide du code une deuxième fois, donc nous avons d'abord la création du readable stream pour lire notre fichier source, la création du writable stream pour pouvoir écrire dans notre fichier de destination. Ensuite, à la réception des données, à chaque fois qu'on reçoit des données, on doit les écrire sur notre writable stream, c'est-à-dire à la destination. Et ce que j'avais présenté tout à l'heure, lorsqu'on utilise les streams, il arrive qu'on ait ce qu'on appelle le back pressure, c'est-à-dire que le débit en entrée soit trop fort par rapport au débit en sortie ou à la réception. Donc dans ce cas, il va falloir gérer le débit ou la pression en mettant en pause la réception des données dans ce cas. Donc vu que la réception de données vient du read stream, il va falloir dans ce cas mettre en pause le read stream, chose que nous faisons ici. Donc lorsqu'on réalise l'écriture, on a un booléen qui nous retourne une valeur pour nous indiquer si l'écriture s'est bien passée ou pas, ou si le writable stream est bloqué suite à une réception à un débit trop élevé. Donc lorsque nous avons ce problème, donc c'est ce qu'on appelle le back pressure, donc on met en pause le read stream, la lecture des données. Et en faisant cela, il va falloir trouver à un moment donné une façon de relancer le stream lorsque les données, lorsqu'il n'y a plus le back pressure. Et c'est pour cette raison, au niveau du write stream ici, nous écoutons l'événement drain qui est émis à un moment donné lorsqu'il y a back pressure suivi de la libération du stream pour pouvoir écrire de nouveau des données. Donc lorsque cet événement se produit, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on relance la lecture de la donnée de nouveau.
Et lorsque nous avons la relance va s'opérer, cela va faire que on aura à nouveau l'émission des valeurs ici. Donc tout va reprendre normalement jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement un back pressure de nouveau. Donc à part cela, nous gérons ici le cas d'erreur, le cas où la lecture se termine. Donc on doit fermer notre write stream à destination pour dire qu'on ne veut plus écrire des données. Donc ici, nous gérons le drain et nous gérons le close. Donc je vais simplement ici remplacer je vais déjà enlever le high watermark ici pour laisser la pression. Et ici, je vais remplacer le fichier source par ici le fichier source. Je vais le remplacer par le fichier de grande taille. Donc on va voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura le back pressure finalement qui va s'afficher à un moment donné. Donc je lance ça. Donc on voit déjà que nous avons des back pressure. Donc ça veut dire que nous avons des problèmes. Et à chaque fois, on voit que les back pressure sont suivis de drain. Et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le fichier soit transféré. Le contenu du fichier soit transféré à la destination. C'est-à-dire que la copie soit réalisée. Donc si j'ouvre maintenant le contenu de mon... Si je regarde le contenu ici, je vois qu'il y a mon small to test qui est créé là. Mais je ne vais pas l'ouvrir au risque de faire planter mon éditeur de test. Mais je vais juste vérifier ici la taille du fichier. Donc si je prends le small de .test, on voit que cela a une taille de 2,3 Go et que cela correspond à la taille du big file to ici. Donc l'idée ici, c'est de montrer que à un moment, il y a le back pressure qui peut se produire pour des grands volumes de données. Lorsqu'on avait réalisé la copie pour un petit fichier, on n'a pas eu ce problème. Mais là, lorsqu'on fait la copie en laissant Node gérer le high watermark, on voit qu'on a eu des soucis de back pressure. Donc à un moment, il y a eu trop de lecture par rapport à l'écriture au niveau du débit, ce qui est marqué par l'affichage du back pressure. Et à chaque fois qu'il y a l'écriture, la source la destination qui se libère pour pouvoir à nouveau réaliser l'écriture des données, on voit que nous avons un drain qui est l'événement drain qui est émis, qui permet à nouveau l'écriture vers la destination, ainsi de suite jusqu'à procéder à l'écriture complète du fichier. Donc c'est de cette façon qu'on gère les goulots, ce qu'on appelle les goulots d'étranglement ou les back pressure. Ce qu'il faut noter quand même par rapport à ce qu'il faut noter quand même ici, c'est que vous aurez remarqué que écrire tout ceci est un peu verbeux. Genre, c'est à nous de gérer à la fois le back pressure, la mise en pause, la reprise de la lecture, de l'écriture, etc. Et ceci peut même être source d'erreur. On peut rater certaines choses si on ne gère pas bien les choses. Et cela peut des fois conduire à des fuites de mémoire lorsqu'on ne possède pas la bonne gestion de la fermeture du stream après l'écriture par exemple. Afin d'améliorer tout cela, c'est-à-dire l'expérience du développeur, les pipes ont été mises à disposition dans Node pour pouvoir brancher facilement les readable streams sur les writable streams. Et cela en gérant facilement les back pressure. C'est-à-dire que tout se fera en coulisses pour nous sans que nous ayons à écrire tout ce code. Donc pour démontrer cela, nous allons procéder ici à l'utilisation des pipes pour montrer que nous pouvons faire tout ce que nous venons de faire facilement en passant juste par l'utilisation des pipes. Donc les pipes permettent de brancher un stream, l'entrée d'un stream, plutôt la sortie d'un stream sur l'entrée d'un autre stream. Donc dans notre cas, cela va nous permettre de connecter la sortie, c'est-à-dire la lecture du fichier sur l'entrée du writable stream que nous avons là. Donc je vais démontrer cela. Donc ici, je vais dans un premier temps supprimer notre fichier de tout à l'heure. Donc il s'agit du small 2 ici.
on va supprimer dans un premier temps ce fichier et utiliser le pipe pour réaliser la copie une nouvelle fois. Donc ce que je vais faire ici, je vais mettre en commentaire tout ce code dont l'objectif était purement informatif et permet de comprendre comment fonctionnent les choses avant de passer à l'utilisation des pipes. Donc ici, je peux simplement réaliser la même chose en faisant comme ça. Donc je fais rs, readable stream, je fais un pipe dessus comme ça. Et sur ça, je réalise le pipe du writable stream de cette façon. Donc cela me permet de réaliser tout ce que nous venons de faire tout à l'heure, de la même façon. La seule chose à prendre en compte ici, c'est de bien gérer séparément les erreurs. Donc ça veut dire que les on que nous avons ici, il faut quand même les réaliser au niveau de chaque stream de cette façon. Donc ça veut dire que ici également, il va falloir procéder à la gestion des erreurs. Donc ici, ça veut dire qu'il faut quand même pas négliger la gestion des erreurs. Donc je fais ceci. Et pareil pour le... Ça c'est pour le readable stream plutôt. Autant pour moi. Donc il faut simplement copier ceci. Faire pareil pour le writable stream. Pour le writable stream, on l'avait pas géré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut gérer quand même procéder à la gestion des erreurs pour les deux streams de façon séparée. Donc je vais faire ici, donc ça veut dire qu'ici nous avons writing error comme ça. Donc il faut juste mettre ceci ici avant de procéder au pipe. Donc on va exécuter le code et voir ce que ça donne. Donc je refais. Donc on attend un moment vu que la copie est en cours et là la copie est terminée. Donc si on regarde maintenant là, on voit que nous avons notre small2.test qui est là. Et si je retourne dans mon explorateur de fichiers, que je prends ce fichier, on voit que le fichier a la même taille que le fichier big file. Donc la copie s'est bien passée et vous voyez ici que nous avons réalisé cela en utilisant un simple opérateur ou une simple fonction qui est pipe. Et le pipe s'est chargé de nous gérer le back pressure dans ce cas d'une façon très facile. Et ceci améliore donc l'expérience utilisateur. Donc nous n'avons pas besoin de mettre tout ce code qui est un peu verbeux. Donc c'est l'intérêt d'utiliser les pipes. Donc cela facilite cette gestion et cela nous permet et cela améliore également notre expérience de développeur. Donc lorsqu'on utilise les streams, on peut brancher un stream sur un autre en utilisant les pipes qui sont similaires aux pipes qu'on retrouve sous Linux et qui permettent de brancher la sortie d'une commande sur l'entrée d'une autre commande. Il faut quand même noter que la gestion des erreurs lorsqu'on utilise les pipes doit se faire de façon individuelle, comme nous l'avons fait ici. Et ceci peut devenir fastidieux lorsque nous avons plusieurs streams à gérer. Et aussi, il a été démontré qu'il peut avoir des fuites de mémoire lorsqu'on branche plusieurs streams et qu'il y a une erreur qui se produit au niveau d'un stream intermédiaire ou d'un stream en amont et que les flux se trouvant en aval de ce dernier ne sont pas bien fermés. C'est-à-dire que ici, nous avons juste deux streams. Nous avons deux streams ici, mais supposons par exemple que nous avons un troisième stream. Donc lorsqu'il se produit une erreur ici, au niveau du readable stream, cela a été démontré que cela produit des fuites de mémoire au niveau de des streams en aval. Donc vous pouvez faire des recherches sur le sujet et afin d'éviter cela, pour améliorer encore une fois l'expérience du développeur et éviter ces problèmes de fuite de mémoire, pour fixer tout cela, une version améliorée des pipes ont vu le jour. Et cette version améliorée s'appelle les pipelines. Et les pipelines, leur rôle, c'est de permettre de gérer toutes les erreurs qui peuvent se produire au niveau du branchement de différents streams en un seul endroit, au lieu d'avoir à les gérer par stream de façon individuelle comme nous l'avons fait ici.
Et ils permettent également de gérer les fuites de mémoire rencontrées avec les pipes en cas d'erreur sur les flux en amont, comme je viens de le dire. Donc nous allons voir à quoi ressemblent les pipelines dans la pratique pour réaliser la même chose que nous avons ici. Donc concernant les pipelines, pour les utiliser, il faut commencer par les importer. Donc ici, les pipelines se trouvent au niveau des streams. Donc du coup, je fais ceci. Je fais juste un require au niveau des streams. Donc j'importe mon pipeline ici. Donc je peux réaliser la même chose que tout à l'heure. Donc je mets en commentaire tout ceci. Je mets en commentaire également tout ceci à titre de référence. Donc ici je peux faire juste pipeline, mais la syntaxe est un peu différente. Donc le pipeline il prend en paramètre, il peut prendre en paramètre plusieurs streams, dont le premier représente la source. Donc dans mon cas, la source c'est le readable stream. Le second paramètre représente le second stream sur lequel nous souhaitons réaliser le piping. Donc il s'agit dans notre cas du writable stream. Et nous avons le dernier paramètre qui nous permet de centraliser la gestion des erreurs. Donc c'est ici que nous mettons notre gestion d'erreurs. Donc on a quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que s'il y a une erreur qui se produit lors du piping au niveau d'un de ces streams, on pourra le capturer ici. Donc il nous suffit de mettre ici console.error par exemple ici et dire qu'il y a une erreur qui s'est produite lors du piping. Donc c'est une version améliorée des pipes que nous avons vu précédemment. Donc je vais procéder encore pareil, je vais aller là, je vais juste supprimer le fichier en question. Je reviens. Là, je vais juste procéder à l'exécution de mon code ici. Donc la lecture, plutôt l'écriture en cours. Là, on me dit error undefined. Ok, je sais pourquoi j'ai l'erreur parce que c'est du error first. Donc erreur de ma part, je devais ici vérifier s'il y a une erreur ou pas avant d'afficher l'erreur. C'est du error first au niveau des callbacks. Donc je dois faire ceci. Donc je vais dire sinon, c'est que tout s'est bien passé. Donc c'est lorsqu'il y a un cas d'erreur, on gère l'erreur, sinon on ne fait rien. Donc là, je fais juste ceci. Je peux dire ici que s'il n'y a pas d'erreur, c'est que tout s'est bien passé. Donc du coup, on met juste ici finish. Donc, je vais mettre ici finish. Donc je reprends. J'ai mon finish. Si je retourne là, donc je vois que j'ai mon fichier qui est bien créé. Donc si je supprime le fichier de nouveau et que je reprends le processus, le programme, donc j'ai mon finish. Si je retourne là, je vois que mon fichier est bien créé avec la bonne taille de fichier. Donc si on ouvre le contenu, on va voir que le contenu sera le même que ce que nous avons là. Donc voilà pour les pipelines qui sont une version améliorée des pipes. J'espère que tout ce que nous avons appris jusqu'à présent vous a permis de cerner l'intérêt des streams, que je peux résumer en quelques phrases en disant qu'ils servent à optimiser l'utilisation de la mémoire pour le traitement de grands volumes de données et qu'ils permettent de gagner du temps dans le traitement de grands volumes de données. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre le chargement d'un grand bloc de données en mémoire avant de commencer à procéder à son traitement. Je dirais également que les streams sont un sujet complexe
qu'il est quand même nécessaire de prendre le temps de comprendre lorsqu'on travaille avec Node.js. Et ceci nous amène à la fin de cette première sous-partie sur les streams. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail les streams de type transform fournis par défaut par Node et comment nous pouvons créer nos propres transform streams pour réaliser des traitements personnalisés. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement de façon générale, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.